Bonjour très chers abonnés de la médecine pour tous, de la MET. Toujours dans ce grand souci de faire parvenir l'information à tous, nous allons faire repasser quelques vidéoconférences déjà passées que nous allons publier sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Ce sont des vidéoconférences déjà passées. Il y a beaucoup de personnes qui n'y ont pas participé et qui voudraient bien avoir cette connaissance. Malheureusement, c'était déjà passé. Voilà pourquoi nous avons trouvé un moyen de faire revivre ces vidéoconférences afin que ces connaissances soient de temps en temps visitées par nos abonnés. Donc, nous allons ici parler de la drépanocytose et du choix du conjoint. Et nous allons suivre le plan que voici. Donc, nous allons d'abord définir la drépanocytose et nous allons dire un mot sur les manifestations et nous allons parler du mode de transmission. Enfin, nous allons dire un mot sur la place des examens prénuptiaux dans la lutte contre la drépanocytose. Les questions-réponses, ça c'est pour ceux qui ont participé à la vidéoconférence, mais vous pouvez toujours nous poser vos questions à travers le numéro WhatsApp qui est là et vous pouvez être intégré dans le groupe de la médecine pour tous sans problème. Rassurez-vous, les questions n'ont pas été épuisées. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, posez-les. Définition. C'est quoi la drépanocytose? Il faudrait savoir que la drépanocytose est une maladie de l'hémoglobine. L'hémoglobine qui est le constituant principal, le principal composant de globules rouges, comme nous pouvons le voir à droite de l'écran en bas. Dans l'hémoglobine, qui est le composant principal de globules rouges, la drépanocytose est une maladie qui intéresse l'hémoglobine. Elle est héréditaire, récessive, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dominante, comme nous verrons tout à l'heure dans les croisements. Elle est caractérisée par la présence d'une hémoglobine S. L'hémoglobine S, c'est une hémoglobine anormale, c'est une hémoglobine falciformée. Voilà pourquoi on parle même d'anémie falciforme. Comme nous pouvons le voir à l'écran à droite, il y a deux types d'hémoglobine. Il y a l'hémoglobine qui est ovale avec une excavation au milieu. C'est ça l'hémoglobine normale. C'est l'hémoglobine A. Et puis, les globules rouges qui est en forme de lune, en forme de croissant, c'est ça l'hémoglobine qui contient, c'est ça le globule rouge qui contient l'hémoglobine anormale. On parle d'un globule rouge falciformé en forme de fossile. Donc, c'est un peu ça. Donc, il faudrait savoir que l'hémoglobine est le principal transporteur de l'oxygène dans le sang, dans le corps humain. Donc, une malformation ou une anomalie d'hémoglobine aurait aussi des conséquences dans ce sens-là. Disons un mot sur la géographie de la drépanocytose. C'est une maladie largement répandue dans le monde. Il faudrait dire que l'Afrique noire est le foyer principal. L'Afrique, donc en dessous du désert du Sahara, c'est le foyer principal et la République démocratique du Congo a 2% de SS à la naissance. Donc, sur 100% d'enfants qui naissent, 2% naissent avec la drépanocytose. Mais elle est aussi retrouvée aux États-Unis, aux Antilles, dans les Caraïbes, au Brésil, et aussi à un moindre degré au Maghreb, au niveau du versant européen du bassin méditerranéen. Donc, nous avons des pays comme l'Espagne, l'Italie, dans les pays qui sont sur le versant européen de la Méditerranée. Nous avons aussi l'Arabie Saoudite et l'Inde qui sont aussi un peu du Proche-Orient, si on peut le dire. Donc, c'est dans ce sens-là. Les principales complications sont variables tout au long de l'évolution. Donc, nous aurons des complications chez les petits-enfants, chez l'adolescent et chez l'adulte. Chez les petits-enfants, les complications sont liées souvent à l'anémie, aux accidents infectieux. Donc, il y a des infections graves. Il y a des crises douloureuses osseuses qu'on appelle vaso-occlusives. Et il y a des crises de séquestration splénique. Bon, retenez juste que ces crises aboutissent à l'anémie. Donc, elle fait partie des mécanismes de l'anémie que nous avons vus à la première ligne, donc comme complications. Et toutes ces complications apparaissent déjà vers le 4e, 6e mois.
Donc déjà, 4 à 6 mois, vous verrez un enfant qui fait des anémies à répétition, qui est de temps en temps transfusé, qui fait des infections à répétition et qui se plaint souvent de douleurs inexplicables, inexpliquées. Donc c'est un peu ça. Chez l'adolescent, la plupart des complications peuvent être observées à une fréquence moindre. Donc nous avons des accidents vaso-occlusifs, comme on a dit tout à l'heure, donc qui sont osseux ou pulmonaires. Ce sont des douleurs très atroces, insupportables, qui nécessitent très souvent, dans la plupart des cas, des antidouleurs, des antalgiques. Donc les médecins sont formés pour prendre en charge ces genres de complications. Et toutes ces complications sont la cause principale du décès précoce et même des hospitalisations à répétition d'un enfant drépanocytaire. À l'âge adulte, il y a aussi des complications parce que, détrompez-vous, les drépanocytaires ne meurent pas toujours très tôt, d'après ce que les gens pensent ou croient. Il y en a qui arrivent à l'âge adulte, qui grandissent normalement lorsqu'ils sont bien pris en charge. Donc, il y a tous les organes qui peuvent être touchés. On peut avoir des complications oculaires, des complications ostéo-articulaires, pulmonaires. On peut avoir des AVC. Ça fait partie même des complications cérébrales de la drépanocytose. Nous avons des atteintes rénales, une atteinte hépatique, donc le foie qui peut être touché. Mais en bref, nous avons beaucoup parlé sur les manifestations de la drépanocytose. En bref, ce qu'il faut retenir, il y a 3 catégories de manifestations dans la drépanocytose. Il y a ce que nous appelons les crises douloureuses, dites vaso-occlusives. Donc, ce sont des crises inexplicables, donc des crises vraiment douloureuses, des douleurs atroces, surtout au niveau des articulations, tout ça, au niveau de la cage thoracique, tout ça. Donc, ce sont des crises douloureuses atroces. En deuxième lieu, nous avons les anémies chroniques. Donc, un enfant drépanocytaire sera presque toujours en anémie. Il aura toujours son hémoglobine très bas. Mais lorsque cette anémie s'exacerbe, parfois ça nécessite une transfusion. Donc vous verrez comme ça un enfant drépanocytaire transfusé 2, 3, 4, 5, 6 fois dans le passé. Donc c'est très important. Et puis il y a les infections à répétition. Ce sont des enfants qui ne résistent pas aux infections. Qu'en est-il du mode de transmission? Nous avons dit tout à l'heure que la drépanocytose est une maladie génétique récessive. Et quand on parle de maladie génétique, on voit le gène qui est l'unité de base de l'information biologique. Et ce gène se transmet de génération en génération, c'est-à-dire des parents aux enfants. Et maladie récessive, cela veut dire que pour être atteint de la maladie, il faut avoir les 2 gènes, parce que le gène se transmet par paire. Nous verrons que dans la paire, on peut avoir le gène A ou le gène S. Une personne AA n'a pas la maladie, une personne AS non plus n'a pas la maladie parce que la maladie est récessive. S est récessif. C'est A qui domine. Donc partout où il y a A, le S ne s'exprime pas. Donc une personne AA n'a pas la maladie, une personne AS non plus ne va pas manifester la maladie. On parle d'un porteur sain. Ce ne sont que les personnes SS. Donc S doit se retrouver seul pour manifester la maladie. Toutes les fois qu'il y a A, S est étouffé. Il ne manifeste pas la maladie. Nous avons au total 6 croisements que nous allons parcourir. Le premier croisement, il s'agit de 2 personnes qui sont AA. Comme vous pouvez le constater, avec les 4 possibilités, nous n'aurons que de AA. Donc si on fait les croisements de ces gènes, il n'y aura que des AA. Donc 2 personnes AA auront 100% d'enfants AA. Par contre, une personne AA qui se marie ou qui a un enfant avec une personne AS, qui est un porteur sain, donc là, ils ont 25% d'enfants AA et non, ils ont 50% d'enfants AA et 50% d'enfants AS. Ils n'auront pas d'enfants drépanocytaires non plus, mais ils auront 50% de porteurs sains. Donc d'enfants non malades, mais porteurs sains. La troisième possibilité, c'est lorsqu'une personne AA a un enfant avec une personne SS. Ils n'ont aucune possibilité d'avoir un enfant SS, mais ils ont 100% de possibilité d'avoir des enfants AS, donc le porteur sain.
La quatrième possibilité, il s'agit de deux personnes AS qui ont des enfants. Ils ont 25% de possibilité d'avoir un enfant SS et 50% pour avoir un enfant AS. Enfin, c'est 25% pour avoir un enfant AA. Deux personnes, une personne SS qui s'est mariée avec une personne AS, ils ont 50% de probabilité d'avoir un enfant SS et 50% de probabilité d'avoir un enfant AS, qui est donc un porteur sain. Enfin, deux personnes SS qui se marient ou qui ont des enfants ont 100% de probabilité d'avoir des enfants SS. Donc, il faut noter que les trois derniers croisements sont à éviter. Donc, entre deux personnes AS, entre une personne AS et une personne SS, et entre deux personnes SS. Par contre, les trois premiers sont plus conseillés entre deux personnes AA, entre deux personnes, l'une AA, l'autre AS, entre deux personnes, l'une AA, l'autre SS, parce que au moins, dans ces croisements, il n'y a pas une descendance qui porte le gène SS, les gènes de la maladie. Donc, il est très important de connaître ces choses. Voilà pourquoi nous allons dire un mot sur la place des examens prénuptiaux. D'ailleurs, cela ne devrait pas être, le titre ne devrait pas être présenté comme elle l'est présentée, parce que, en fait, quand on parle des examens prénuptiaux, on sous-entend des examens la veille du mariage. Alors, vivre avec une personne, partager le fiançailles et puis arriver la veille du mariage, vous rendre compte que vous n'êtes pas compatible, parfois ça pose problème. Voilà pourquoi il est très important que chacun connaisse son statut. Chacun connaisse son statut en termes d'hémoglobine. Se disent que non, je suis AA, je suis AS, je suis SS, bien avant de s'engager dans une relation. Parce que quand on s'engage dans une relation et qu'après on se rend compte qu'on était incompatible, ça pose beaucoup de problèmes pour avancer ou rompre. Tout ça, il y a beaucoup de problèmes émotifs là-dedans. Donc, il faut noter que le traitement préventif par excellence, c'est connaître son statut. On parle là de conseil génétique, donc c'est ce que je suis en train de faire, de donner un conseil génétique. Il est très important que vous connaissiez votre statut d'hémoglobine pour que vous sachiez avec qui vous engagez. Et non vous engager, puis cherchez à connaître votre statut. La veille même du mariage, ce n'est pas conseillé. Ok, merci et à la prochaine. Bye. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Il y a aussi notre numéro WhatsApp qui est à côté. Écrivez-nous, nous allons vous intégrer dans le groupe de discussion de la médecine pour tous et vous aurez à poser toutes vos questions qui auront certainement des réponses. Je ne suis pas le seul à répondre. Nous avons toute une équipe de médecins bien formés qui répondent à vos questions. Ok, bye, à la prochaine. Ciao.